Ça se passe en Inde en 1845, le soleil tape, tape, tape. C'est sa façon d'aimer, sur les frêles épaules des soldats britanniques. Nique, nique, nique. Et c'est ta façon de te ridiculiser. D'ailleurs, ça me fait penser, aujourd'hui, tu mouftes pas de calembour immonde, tu bouges pas une oreille, lapin. Et puis peut-être que si tu fais ça, je te laisserai présenter un épisode. Ah non, mais faut pas taber comme ça, là. À partir d'un certain âge, c'est fini, c'est comme le goûter à 16h, les Monaco dans les bars, tu mouftes pas, j'ai dit. Capiche, je ne moufte pas. Sûr. D'ailleurs, je t'ai mis les fiches pour lancer les sujets. Ok, et ben c'est parti. C'est vrai qu'ils sont beaux ces soldats dans leurs uniformes, ils ont fière allure, en rouge tomate et blanc éclatant dans ce désert beige. On ne peut pas les louper. D'ailleurs, leurs ennemis non plus, ne les loupent pas. Heureusement, Sir Harry Lumsden était là. Il avait la barbe fleurie, collectionnait les pins et les édits brillantes. Un jour, c'était en 1846, près de Bombay, il était en train de chiller pépère au bord de la piscine de l'hôtel impérial, quand un soldat parsemé de sueur fit irruption volcanique et lui tint à peu près ce langage. « Commandant, je sue comme un cochon d'Inde. Nos pantalons sont bien trop épais, bien trop voyants et bien trop moulants. Je les baloche on fire, ça !» Aspirant par la paille, la dernière gorgée de son gin fizz dans un glou-glou peu classe, le haut gradé sentit une idée lui venir. D'un claquement de doigts, il fit se défroquer Fissa, un serveur indien qui se trouvait là et qui portait un pantalon de pyjama à la mode locale, lança au soldat et dit « Tenez, et roulez-vous dans la poussière, le café, le curry, que sais-je, et rompez, vous me cachez le soleil !» Le soldat prit le premier bus qui regagnait le front et fit plutôt macérer le pantalon avec une plante du nom de Mazari. Le commandant Lumsden n'ayant pas le monopole des bonnes idées. À la fin, le pantalon était beige clair et, le temps qu'il sèche, on lui trouva un nom, Kaki, du mot ourdou qui signifie poussière, car c'était là sa couleur. Le soldat, pas peu fier de sa trouvaille, équipa toute l'armée de ses pantalons de pyjama, appelés maintenant Kaki, par métonymie. Et c'est à présent l'heure de passer à l'autopsie du chino. A l'origine, le kaki était forcément porté taille haute, et il était également en serge de coton, même si certains insistent que kaki fait bien référence à la couleur et non à la matière, et que donc il aurait pu être confectionné également en lin. Le chino, lui, désigne exclusivement une toile de coton. Sa coupe était ample pour combattre les fortes chaleurs, et on rentrait également le pantalon dans les bottes. Pour le reste, je dirais que les poches cavalières étaient là à l'origine, il devait également y avoir d'autres poches à l'arrière, et probablement des pinces au niveau du devant du pantalon. Mais ceci n'est que pure spéculation. Vas-y, dis-le. Donc tu veux pas présenter l'épisode? Mais dis-nous, ô toi humble conteur, à la parole sûre et au jugement pur, comment le chino est-il parti de l'Inde coloniale pour aller jusqu'à l'armoire de Monsieur Tout-le-Monde? Eh ben voilà, quand tu veux. En fait, l'armée britannique, juste pour se pavaner, parada dans cet accoutrement à toutes les fêtes nationales, événements mineurs et autres pots de départ. Et les Américains, qui fréquentaient les mêmes genres d'endroits, reluquèrent sans se gêner ces ingénieux Anglais. Et c'est en 1898 que le kaki se fit enrôler par l'armée américaine. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on l'appela chino. Mais dis-nous, ô noble et jeune et faible, à la moustache fleurie. Lis la fiche. Pourquoi l'appelle-t-on subitement chino alors qu'on s'est donné tant de mal pour l'appeler du nom ourdou kaki? Eh bien, ville pisse-froid, Hein? c'est un petit peu confus, mais ce serait une déformation du terme chinois. Ces derniers les auraient produits et vendus aux Américains, en faction aux Philippines en 1899 et 1902. Oui, mais les Américains ne disent pas chinois, ils disent Chinese. Donc ils devraient dire chino. Or, ils disent chino. Un point pour The Big Lebowski. Après ça, le chino s'impose dans tous les corps de l'armée américaine. Et les soldats de retour au bercail rapportent leur chino avec eux. Et sa timide mais véritable première incursion dans le marché civil, on la doit à Levi's avec sa marque Sunset en 1906. Mais ce n'est qu'à partir de 1944 que le chino réussit à percer, avec une loi qu'on appelle GI Bill qui réduit les frais de scolarité pour les soldats démobilisés de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi que les soldats et leurs chinos rencontrent les étudiants de l'Ivy League. Et d'ailleurs, entre nous, je me suis laissé dire qu'un étudiant était reparti d'une soirée arrosée avec le mauvais pantalon. Celui d'un soldat. Un chino, du coup. Mais je suppute. Et non sous nonne. Et encore une fois, c'est le 7e art qui va consacrer la pièce. James Dean dans East of Eden, Paul Newman dans La Vraie Vie, et Steve McQueen dans La Grande Évasion. Cuisinée à la sauce hollywoodienne, la pièce devient cool et américaine. Si Steve McQueen avait choisi de porter un pantacourt, on ferait moins les malins. Ouais, mais il ne l'a pas fait. Quelque chose devait l'en empêcher. Ah bon, quoi? Le bon sens peut-être. À la même époque, le chino est aussi adopté par le mouvement littéraire anticonformiste de la Beat Generation, avec son chef de file Jack Kerouac, et le chino est ainsi associé au rebelle élégant, à l'explorateur, au clochard magnifique. En définitive, c'est un pantalon qui s'affranchit assez bien de toutes les connotations qui glissent sur lui sans en imprégner la toile. Et même s'il a été longtemps prépi avec Ralph Lauren notamment, on le retrouve dans tous les milieux sociaux. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire infinie du légendaire chino. Donc en gros, c'est l'histoire du plus gros hold-up de l'Amérique face au Royaume-Uni. C'est quoi ce petit point rouge là? Hein?
Ah bah mon vieux, il l'a pas volé celle-là.